Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, avec l'aide d'Hachem, nous allons essayer, au cours de ce cours, de passer en revue Bezrat Hachem. Le premier cours donc s'intitule Les lois concernant le lait et la viande. Comment devenir une professionnelle dans la cache-route. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on parle des pros. On parle des gens des pros. Celui qui n'est pas pro, alors je ne vais pas vous apprendre comment faire une tchouk-tchouka, parce que là, je vous demande à ma femme. Mais par contre, je pourrais peut-être vous réviser avec vous les dinim, la halachot, concernant les lois de lait et de viande. Est-ce que vous voyez, c'est clair, certainement, en avant. Parce que là, il est déjà plus clair. D'accord? Il y a un peu de lumière, hein? Quelqu'un là-bas. Non. Ouvre ça. Voilà, il y a des trucs en bas. Vas-y. Il y a des trucs. Descends quelques-unes. Ouais, descends, ouais. À droite. Non, à gauche. Voilà, ici. Alors là. Voilà, alors là, carrément, tout est ça. Alors c'est bon, t'en vois mieux. Donc, nous allons apprendre Bezrat Hachem, les dinim concernant tout ce qui crée de bassar et khalaf. Là, on y va. En introduction, comme on a vu, dans la Torah, il est écrit 3 fois, très étonnant. Il y a même un point d'exclamation après le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. 3 fois, on voit apparaître le verset dans la Torah, Lo tevachel gedi bechalavimo. Juste un petit instant. Je vais faire juste une petite visualisation. Bon, j'apprends dans les ordinateurs maintenant. Je vais juste faire une petite visualisation et après je vous... Attendez, un petit instant. Je ne suis pas un grand pro des ordinateurs. Je sais pas vous êtes. Viens ici, viens me dire. Je sais qu'elle est là. Oula, il y a même le lion. Je sais qu'il est le... Là. Un truc. Ah voilà. Non, juste un petit instant. Ouais. D'accord. Caméra. Je trouve ça marche. Attends. La vidéo de caméra FaceTime. On crée un peu comme on fait. Là, ça bouge. Bon. Allez. Ok. Donc on est bien clair que dans la Torah, il est écrit 3 fois le même verset, exactement le verset. Dans l'Exode, chapitre 23, verset 19. Dans Exode, Shemot, chapitre 34, verset 26. Et dans le Dvarim, chapitre 14, verset 21. 3 fois il est écrit Lo tevachel gedi Lo tevachel gedi bechalavimo. 3 fois il est écrit tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi 3 fois? C'est ce que la halakha va nous essayer d'expliquer. La première fois, on nous apprend qu'il est interdit d'en cuisiner, c'est-à-dire qu'il est interdit de cuisiner du bassar, de la viande avec du lait. La deuxième fois, on nous apprend qu'il est interdit d'en consommer. Et la troisième fois, on apprend
qu'il est interdit d'en tirer profit. 3 versets pour nous dire 3 choses différentes. Premièrement, on n'a pas le droit de cuire. C'est-à-dire, comme on va le voir tout de suite, si par exemple, un cuisinier, il ne pense pas manger, il travaille dans un restaurant non juif, donc il ne veut pas manger, mais on lui demande de faire de la viande avec du lait. Il est interdit, d'après la Torah, de cuisiner la viande avec le lait, même si on ne veut pas manger. On n'est pas du tout dans l'optique de manger. Le fait de les cuire ensemble, ça relève d'un interdit de la Torah. La deuxième chose, c'est que la Torah nous dit Issur Achila. On n'a pas le droit d'en manger. Alors regardez bien cette photo, à votre avis, combien d'interdits là, celui qui mange ça là? Combien de Averot il fait? Alors, combien vous dites? 3. Combien vous dites? Qui dit plus? Alors, premièrement, d'abord, le pain il n'est pas kosher. Deuxièmement, le fromage il n'est non plus pas kosher. Troisièmement, la viande, elle n'est pas kosher. 3 avérotes déjà il fait. Mais plus que cela, il fait du lait et de la viande, ça fait 4 avérotes. Et si vous regardez bien, il fait une 5e avéra, toujours 5, c'est Khamsha, c'est pour le Haïnara. 5, il fait, à part ça, il mange des herbes, il mange de la laitue qui n'a pas été vérifiée. Et d'ailleurs, s'il en mange 5 bêtes dedans, alors il fait 5 avérotes. Donc ça ne fait pas 5, ça fait plus que 5. Ok, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est interdit de manger, ça tout le monde le sait. Mais il est interdit de le manger comme vous le voyez ici, même si je ne les ai pas cuits ensemble. Parce que quand je mets mon steak et dessus je mets du fromage, je ne les ai pas cuits ensemble. Mais malgré tout, je n'ai pas le droit de manger. Donc, un interdit de cuire, même si je n'ai pas mangé. Deuxième interdit de manger, même si je n'ai pas cuit. C'est 2 choses différentes. Troisième interdit de la Torah, on comprendra bien que si une personne a fait cuire de la viande avec du lait, il a de la viande et du lait, il n'a pas le droit de le jeter, même à un chien, pas à son propre chien, parce que son propre chien, c'est sûr qu'il va gagner un repas, donc il va tirer profit, mais même de le jeter à un chien dans la rue, que c'est pas mon propre chien, mais c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, je suis en train de développer, je suis en train de nourrir un animal, et si vous voulez, c'est quelque chose de positif. Et la Torah nous dit, on n'a pas le droit de tirer aucun profit. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec la viande et du lait? Si ça a été cuit ensemble ou ça a été mélangé ensemble, ben, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de le mettre dans la poubelle. Et en réalité, à l'époque, on prenait, on le brûlait, comme le chametz. On faisait biou chametz. On prenait le chametz, on le brûlait avec du feu. À l'époque, s'il y avait de la viande et du lait qui se mélangeaient, on le prenait, on le brûlait avec le feu. Aujourd'hui, on ne le fait pas, on le met dans la poubelle et en général, les poubelles sont incinérées, donc automatiquement, ils sont brûlés. Donc on a bien compris 3 fois, 3 versets pour dire 3 choses différentes. Je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit de cuire, je n'ai pas le droit de tirer profit. Même si ce n'est pas moi qui les a cuits, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a cuits, quand même, je n'ai pas le droit de tirer profit. Continuons. Maintenant, dans la Torah, on va bien essayer de comprendre le verset. Dans la Torah, il est écrit la chose suivante. Lo tevachel gedi bechalev imo. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc on a bien compris lo tevachel, 3 fois. Pour nous dire manger, cuire et tirer profit. Maintenant, que veut dire le mot gedi? Gedi, c'est le chevreau. Mais c'est clair et net que la Torah a donné un exemple. Mais celui qui va prendre une vache, ou bien un taureau, ou bien un veau, et elle va le faire cuire avec du lait, aussi, il va transgresser l'interdit de la Torah, le Issur min Torah, de faire Bassar Bechalav. Et c'est vrai aussi, si, ça n'est pas simplement pour les vaches, mais pour les chèvres, les boucs et les chevreaux, comme c'est dans la Torah, c'est aussi cette famille-là de chèvres et de boucs aussi est concernée par l'interdit de la Torah. Et la troisième famille, c'est les moutons, les brebis et les agneaux aussi. Ils font partie de l'interdiction de la Torah de faire cuire du lait avec de la viande et du lait. Donc, quand on nous dit chevreau, on inclut toutes les viandes cachères. Mais, il y a un mais. Le voici.
Le mais, le voici. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les animaux domestiques et des animaux sauvages. On parle sauvage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas domestiques. Ils sont cachers, mais ils ne sont pas domestiques. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la chaya. Il y a la be'ema et il y a la chaya. C'est quoi la chaya? Dans la Torah, il y a 7 cas. Le premier, c'est le cerf, toute la famille du cerf. Il y a le deuxième cas de la Torah, c'est le chevreuil. Le troisième, c'est le daim. Le quatrième, c'est le bouquetin. Le cinquième, c'est l'antilope. Et le sixième, c'est le buffle. Et il y en a encore un septième. On l'a pas écrit, on n'a pas fait le dessin parce que c'est une grande discussion. C'est qui est exactement cet animal? C'est le zémer. Alors il y en a qui disent que c'est la girafe. La girafe. Alors quelle différence y a-t-il entre ce qu'on vient de voir, à savoir les vaches, les taureaux, les veaux, les chèvres, etc., les moutons, et cela? La différence est la suivante, que ces animaux-là, le cerf, les chevreuils, le daim, le bouquetin, l'antilope, le buffle, en réalité c'est de la viande cachère. On a le droit de manger un daim, on a le droit de manger un cerf, on a le droit de manger un antilope. Je ne sais pas si vous avez une fois mangé, moi je n'ai jamais mangé. Personnellement, je n'ai pas mangé. Mais c'est de la viande cachère. Mais la Torah, elle nous dit deux choses différentes. Que si on va faire la shrita de un de ces animaux-là, eh bien, il faudra d'abord recouvrir son sang avec de la terre. Son sang ne doit pas. Lorsqu'on fait la shrita d'une vache, on ne recouvre pas le sang. Mais si on fait la shrita d'une chaya, on recouvre son sang. C'est la première différence. Deuxième différence, c'est que les graisses de ces animaux-là, de ces 7-là, il y en a 6 ici, parce que le 7e, on ne peut pas bien le faire, parce qu'on ne sait pas exactement c'est qui le zémer, de ces 7 animaux-là, ces graisses, c'est des graisses permises. Alors que les graisses d'une vache sont des graisses interdites, etc., du mouton, etc., il y a des graisses interdites. C'est pour cela que nous, on n'utilise rien que le haut de la vache, et on n'utilise pas le bas de l'animal, parce que là-bas, il y a toutes sortes de graisses qui sont interdites. Mais le cerf et chevreuil, etc., eux, ils sont permis. La Torah vient nous dire que si on prend, écoutez bien, du lait avec de la viande de cerf, de la viande de chevreuil, de la viande de daim, eh bien, c'est permis de le faire d'après la Torah. Parce que la Torah dit guédi. C'est quoi le guédi? C'est le chevreau, et pas le chevreuil. Il ne faut pas se tromper, il y a le chevreau, il y a le chevreuil. C'est pas la même chose. Et donc, d'après la Torah, c'est permis. Mais évidemment, nos sages, nos chachamim, sont venus, ils nous ont mis une barrière. Ils nous ont dit, oui, c'est sûr, celui qui est un chasseur, il saura reconnaître facilement de la viande de cerf, etc., des chevreuils, d'antilopes, il arrivera facilement à la reconnaître. Mais nous, citadins, on ne peut pas, lorsqu'on vous amène un steak, vous ne savez pas, vous, si c'est du chevreuil, du daim, de l'antilope, ou bien si c'est du mouton, ou bien c'est etc., on ne sait pas. Donc les Ramim, ils ont fait une barrière, ils nous ont dit non, ne mangez pas du cerf avec du lait. Bien que d'après la Torah, c'est permis, mais d'après les Ramim, c'est interdit. On verra pourquoi, quelle différence si d'après la Torah c'est permis, ou c'est interdit dans quelques instants. La même chose. La Torah nous dit l'otevachel, gedi bechalavimo. La Torah nous dit seulement le chevreau. Le chevreau, ça veut dire quoi? Seulement la famille des animaux domestiques. Mais les volailles, comme la poule, l'oie, le dindon, etc., tous ces animaux-là, c'est vrai qu'ils sont cachers, mais si on fait cuire un morceau de poulet avec du lait, on n'a pas transgressé un Issour Minatora. C'est pas un Issour Minatora. Et si on a mangé du lait avec un morceau, un steak de doigt ou un dindon, ou peu importe, une poule ou un poulet, on n'a pas transgressé. Mais on a interdit miderabanan. Miderabanan, c'est interdit. Alors, quelle différence y a-t-il si c'est Minatora ou c'est miderabanan? Écoutez bien la différence. Si par exemple, j'ai un morceau de lait, il y a eu un mélange de lait avec un morceau de poulet. Est-ce que j'ai le droit de le donner à mon chien? Est-ce que j'ai le droit de le donner à mon chien? Oui ou non? Réponse oui. Pourquoi? Parce que le mélange, il n'est pas minatora. Il est rien que miderabanan. Donc les rabbanan, ils ont dit, ne mange pas. Il ne faut pas en manger. Mais si ça s'était mélangé, je ne peux pas le jeter, donne à ton chien.
Mais par contre, si j'ai de la viande de bœuf qui s'est mélangée avec du lait, est-ce qu'il doit donner à mon chien? Non, j'ai pas le droit, parce que je transgresse un Issour Minatora. Regardez bien en haut de la diapositive, il y a le numéro 2, ça c'est le numéro 1, et en haut il y a écrit interdiction de nos sages. Alors que ici, en haut, regardez, c'est le numéro 3, c'est le numéro 2, le numéro 1, c'est écrit interdiction de la Torah. Vous comprenez bien la différence. Le 1, le 2, 3 en noir, il nous indique l'interdiction de la Torah. Donc automatiquement, il est interdit d'en donner à un chien, interdit d'en faire cuire, interdit de manger. Mais par contre, dès qu'on passe dans cette catégorie d'animal, ou bien dans les volailles, alors dans ce cas-là, on aura le droit de donner, on aura le droit de, Minatora de le faire, mais Ravanan nous interdit. Et donc si ça s'est mélangé, on peut donner à un chien. Maintenant, je vous demande, si par exemple quelqu'un, une personne, il peut être confronté à ce problème-là, il fait des études de cuisine, il fait le bac cuisinier, c'est aujourd'hui le bac cuisinier. Alors, on lui demande maintenant de faire revenir une escalope de dinde avec du beurre. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Oui, bravo. Mais si on lui demande de prendre maintenant un steak de viande avec du beurre, il n'a pas le droit de le faire. Vous comprenez pourquoi? Parce que la viande, c'est de la viande des animaux domestiques, c'est Minatora. Donc la Torah, rappelez-vous, je refais encore une autre fois pour que ce soit bien clair, 3 fois. Issour Bichoul, Issour Achila, Issour Ana. Mais ça, c'est seulement si c'est quelque chose qui est Minatora. Mais par contre, si c'est Midrabanan, c'est permis. Ok, maintenant avançons. Regardez maintenant. Si quelqu'un maintenant va prendre, qu'Hachem nous protège, du chameau, bon, ou bien du cheval, ou bien le pire, je ne le dis pas, vous pouvez le dire tout seul. D'accord? Si on prend ces animaux-là et on va les cuire avec du lait, qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là? Est-ce que on va obtenir du bassar bechalav? Réponse non, parce que c'est pas de la viande du chameau et du cheval, c'est pas de la viande, c'est pas de la viande de la Torah, c'est Gedi, la famille du chevreau. C'est-à-dire qui est la famille du chevreau? C'est seulement les animaux domestiques cachers. Mais ceux-là, ces animaux qui sont pas cachers, donc pour eux, il n'y a pas. Alors écoutez bien. Et donc ça, mais c'est évident qu'on n'a pas le droit de manger. Si quelqu'un, Shalom, il fait un steak de cheval avec du beurre ou avec du fromage, il n'a pas le droit de manger. Pas à cause de Bassar Bechalav. À cause de quoi? Parce que c'est du cheval, il n'a pas le droit de manger du cheval. Mais, on va voir tout de suite la réponse. Regardez, on a maintenant notre cuisinier. Notre cuisinier, il n'a pas le droit de cuisiner parce que pour lui, c'est interdit, le bissoul, interdit. Mais par contre, si c'est de la viande taref, comme on vient de dire, par exemple de la viande de chazir, dans ce cas-là, il aura le droit, lui, de cuisiner. Vous avez bien compris, c'est très important. C'est pour cela que souvent, des étudiants en cuisine nous demandent cette question, pour bien comprendre comment ça fonctionne, la sagesse de la Torah. On continue. Maintenant, continuons le verset. Donc, l'auto-évachel a été expliqué. Gedi, on a bien compris. Maintenant, la Torah vient rajoute, elle nous dit Bechaleb imo, le lait de sa mère. Donc évidemment, le lait de sa mère, c'est un exemple, mais même si ce n'est pas sa mère, si c'est du lait, ça marche. Alors si on regarde bien, les laits qui existent aujourd'hui, ils sont commercialisés, sont les chèvres, les brebis, les bisons, la chamelle, l'ama, l'ânesse, la jument. C'est mon frère. La reine et la chienne. On aura tout vu. Alors, évidemment, là aussi, ça dépendra de quel animal. Si c'est du lait de chèvre ou bien du lait de brebis, alors dans ce cas-là, évidemment, c'est Minatora. Donc si je prends de la viande cachère, c'est-à-dire au cachère, de la viande qui provient d'un animal domestique, et je lui mélange avec du lait de chèvre,
ou de brebis, etc. Dans ce cas-là, je vais faire Chas Shalom, ce qu'on appelle une grande avéra. C'est-à-dire, je suis en train de créer une bombe atomique. Vous savez, on a peur de la bombe atomique de l'Iran. Mais c'est pas tellement grave, la bombe atomique. Mais le Bassar Bechalav ensemble, ça fait des réactions dans le monde entier, ça. Celui qui met les deux choses ensemble, on peut même pas imaginer les réacteurs. On dit les réacteurs, ils ont peur de la... Non, nous on n'a pas peur de ça. Nous on a peur de ça. De Bassar Bechalav. Parce que ça, c'est la vraie bombe atomique. Mais par contre, si quelqu'un, Chas Shalom, il prend d'un jument, d'une jument, du lait de jument, eh bien, c'est pas Mana Torah. Donc, si on lui demande, on lui dit, écoute, tu es obligé de faire ton stage, tu es obligé de nous faire cuire un steak avec du lait. Je lui dis, d'accord. Du lait, tu es d'accord? Oui. Amenez-moi du lait de jument, s'il vous plaît. C'est fermé. Vous avez compris? Si en même temps on lui dit, non, mais nous on veut un steak. Alors, deux possibilités. Ou bien il dit, bon, amenez-moi du cheval. Amenez-moi. Bon, elle dit, non, nous on veut maintenant que tu nous montres comment tu sais bien faire revenir un steak. Bon, on fait un steak. Alors après, il dit, oui, mais le steak, on n'a pas le droit de le faire, puisque ça ne marche pas. Alors, au lieu de changer dans la viande, il changera dans le lait. Parce que le lait que la Torah nous parle, c'est seulement du lait kasher. Mais du lait qui n'est pas kasher, c'est quand même. Ok, maintenant on va continuer des choses plus simples. Et vous allez voir des choses plus simples. Et maintenant, je vous demande un peu d'attention parce que ça va être simple. Et après, nous allons avancer. Et si vous avez bien retenu chaque diapositive, ça va aller vite. Sinon, ça va être un peu plus difficile. Alors, la chose, vous allez voir des choses qui ont l'air tout à fait évidentes. Et nous allons, Bezrat Hashem, chaque fois ajouter comme un édifice. Alors, c'est quoi la cuisine kasher-type? Voilà la cuisine kasher-type. Voilà. Donc, moi, je la vends à 2000 euros. Hein. Celui qui veut commander, peut venir commander chez moi. Alors voilà. Ce qu'il faut faire, évidemment, pour avoir une viande, pour avoir une cuisine kasher, c'est sûr et certain que si on arrive, après on verra comment si on n'arrive pas, d'avoir deux éviers bien distincts. À savoir, le premier évier et tout le plan de travail d'un côté qui est Bessari, le deuxième évier et tout le plan de travail à côté qui est Khalavi. Dans ce cas-là, évidemment, on est vraiment dans le top niveau. Maintenant, évidemment, toute notre batterie de cuisine, évidemment, on doit la faire viande, une pour viande, une pour lait. Tout le monde le sait. Mais regardez bien dans le dessin, regardez que ça a pris des couleurs. Il y a le bleu, il y a le rouge. La halakha veut qu'on n'est pas obligé d'utiliser et le bleu et le rouge, mais il faut qu'une de nos batteries de cuisine soit ou rouge ou bleu. On n'a pas besoin de faire rouge et bleu. Mais on doit toujours laisser un siman. Laisser un signe que voilà, des fois, il y a un enfant qui arrive, il y a le mari qui arrive, il y a des fois, vous invitez des gens, ils ne savent pas. Alors, pour pouvoir toujours un signe distinctif qui peut nous expliquer, ça c'est Bessari et ça c'est Khalavi. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui est service de lait et de viande, même les verres, etc., les tasses, une ménagère évidemment pour Bassa et Khalavi, c'est évident, une nappe pour la viande et pour le lait, c'est aussi évident. Maintenant, voilà, c'est déjà moins évident. Est-ce que vous avez deux salières chez vous? Ah, c'est déjà moins évident. Pas tout le monde en a. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une différence entre les salières ouvertes et les salières, par contre, qui sont fermées. Les salières ouvertes, halakhiquement parlant, on ne peut pas utiliser le sel qui a été utilisé pour le repas Bessari. On n'a pas le droit de même utiliser le même sel pour le Khalavi. Et ainsi de suite. Donc, si vous posez sur votre table de cuisine une salière ouverte Bessari, sachez que votre sel prend une dimension entièrement Bessari et il ne peut pas être utilisé. Par contre, si la salière est fermée, comme certains ont, donc il est permis d'utiliser. Mais seulement, il faut bien faire attention. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez saupoudrer le sel sur un aliment, souvent vous avez ce qu'on appelle les vapeurs de l'aliment qui est cuit. Alors qu'est-ce qui se passe? La vapeur va pénétrer à l'intérieur des trous de cette salière
et comme vous savez mieux que moi, alors ça va boucher les trous, et donc on va avoir cette vapeur Bessari et Khalavi. Donc on a le droit d'utiliser pour saupoudrer ces plats, pour saler ces plats, une même et unique salière, mais à condition de ne pas l'utiliser et sur un endroit où il y a des vapeurs Bessari et Khalavi. C'est pour cela qu'on revient à dire que cela c'est quand même mieux d'en avoir deux. Une couleur bleue et une couleur rouge. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bleu et le rouge, mais ou bien rouge, et automatiquement l'autre couleur, ça devient Khalavi. Et si c'est le bleu, non. Mais surtout, ne faites pas l'inverse. N'utilisez pas parce qu'une fois on était invité chez gens, alors il dit Bessari en bleu. C'est vraiment invraisemblable. Il a tout fait bien, mais tout à l'envers. Ok. Maintenant, dans une cuisine type, et on verra après, ça c'était juste une petite introduction, dans une cuisine, il y a ce qu'on appelle, vous allez comprendre tout de suite, il faut obligatoirement avoir un minimum d'une dizaine de couteaux dans une cuisine. Au moins d'un couteau qui est neutre. C'est-à-dire, chez les juifs, il y a toujours bassar et halal, bessari et halali. Mais il faut garder, il y en a qui gardent aussi toute une cuisine, toute une batterie d'affaires, etc., des casseroles, des verres, parvés. Mais ce n'est pas obligatoire ça. Mais par contre, ce qui est obligatoire, c'est ça. Il faut que vous ayez chez vous à la maison au moins quelques couteaux, un couteau, ça c'est nos gens parce que en plus avec 3 étoiles. Alors il faut avoir chez soi. On va comprendre dans quelques instants pourquoi faut-il posséder chez soi, à la maison, des couteaux parvés. On est obligé. On est obligé d'avoir chez soi des couteaux parvés. Bon, pour votre anniversaire, demandez à votre mari de vous acheter un couteau pour votre anniversaire. Alors on y va. Maintenant vous allez comprendre. Regardez comment ça fonctionne. Regardez bien comment ça fonctionne. On va voir les bases. Première des bases, c'est tous les problèmes commencent, tous les problèmes peuvent commencer avec ce qu'on appelle la chaleur qui est supérieure à 45 degrés. À savoir, si il y a eu des mélanges qui ont été faits, mais ils ne sont pas à 45 degrés et supérieurs, égal ou supérieur à 45 degrés. Dans ce cas-là, les problèmes sont presque, on va dire, inexistants. Mais dès qu'on arrive à 45 degrés, là, on commence à avoir réellement tous les problèmes de bassar, bechala. N'oublions pas que le robinet chez vous à la maison, il fait 52 degrés. Lorsque vous ouvrez le robinet, c'est un minimum d'eau chaude, il fait un minimum de 52 degrés. Donc l'eau chaude qui est dans votre robinet, l'eau chaude de la maison, elle est déjà plus, elle est dans le plus, elle est dans le chaud. Maintenant, deuxième règle, écoutez bien. Il y a dans la Torah ce qu'on va appeler ta'am ke'ikar. On parle du lait. Ok, le lait, tout le monde sait c'est quoi, on achète un pack de lait, et voilà. Maintenant, regardez ce qu'on va faire avec ce lait-là. On va prendre ce lait, et on va le verser dans une casserole. Et après, on retire le lait. La casserole va rester khalavi. Pourquoi? Parce que, regardez les flèches. Qu'est-ce qui va se passer? Ce lait-là va pénétrer à l'intérieur de la matière qui s'appelle ici de la casserole. Elle va rentrer à l'intérieur. Tout le lait va rentrer à l'intérieur. Même si je retire le lait de ma casserole, l'intérieur, la matière elle-même, elle est imbibée de lait puisqu'on l'a fait cuire à l'intérieur. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Maintenant, je vais utiliser cette casserole-là. Et cette fois-ci, je vais faire une soupe qui est parvée, qui est complètement ni lait ni viande. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le sens inverse. Le lait qui était, entre guillemets, entreposé à l'intérieur de la matière du fer ici, d'accord? Il va se passer, il va sortir, il va se déverser à l'intérieur de la soupe. Donc ma soupe, en réalité, elle va devenir khalavi. Pourquoi? Parce que
puisque tout à l'heure, auparavant, j'avais du lait qui est rentré, maintenant, lorsque je fais cuire ma soupe à l'intérieur, automatiquement le lait va se déverser dans ma soupe et ma soupe deviendra, elle aura goût lait. Et maintenant, on va comprendre une des halachot. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant, moi, je fais cuire de la viande dans ma casserole de lait, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. La viande va pénétrer dans la casserole. Mais la casserole, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du lait. D'accord? Donc ma casserole, elle va contenir en elle et un goût de viande et un goût du lait. Ce qu'elle a dit. Mais ma viande qui est dans cette viande-là, tout le lait qui était entreposé dans cette matière, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir, elle va se déverser à l'intérieur de cette viande-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc, et ma viande n'est pas cachère, et ma casserole devient taref. Donc c'est interdit. Tout ça, on doit jeter. Donc la viande, on la met à la poubelle, parce que là, vraiment, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait ce qu'on avait appris au début dans la Torah. Qu'est-ce que nous a dit la Torah? Lo, tevachel, gedi, bechalel, imo. Voilà ce qu'on a fait. Vous me dites, mais où est le lait? Il n'y a pas de lait. Où je veux pas de lait? Mais oui, on ne voit pas, mais il y en a. Parce que c'est à l'intérieur de la matière. Dans les méandres de la matière, dans la membre de la matière, il y a du lait dedans. Et ce lait-là se déverse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire cuire ici? On fait cuire du lait et de la viande ensemble. D'accord? Oui. Si c'est une marmite qui était viande, on a versé du lait qui est froid par erreur, on l'a pas chauffé, on a Très bien. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit ici, les problèmes commencent seulement lorsque vous étiez à 45 degrés. Alors que vous avez versé du lait dans une casserole de viande, mais à froid et tout de suite après, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, le lait est cachère, la casserole est cachère. Il faut simplement retirer le lait et bien laver votre casserole, pas à l'eau chaude. Parce que si vous lavez à l'eau chaude, vous allez verser de l'eau chaude de votre robinet, vous allez faire cuire les résidus de lait qui se trouvent maintenant, qui étaient froids, il n'y avait pas de problème, on a dit que lorsque c'est froid, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver à l'eau froide, et lorsqu'il n'y a plus de machoute, alors vous le lavez bien avec un détergent, et ça redevient cachère. Maintenant, attends, on va continuer, après les questions après, parce qu'il faut bien suivre la suite. Écoutez bien maintenant la suite. Mais je répondrai aux questions après tout de suite, mais pour bien comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, écoutez bien. Ça devient, c'est une des bases de la cache-route. Celui qui comprend ça, donc vous n'êtes pas venu pour rien. Si vous comprenez ça, vous n'êtes pas venu pour rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que si vous ne comprenez pas ça, vous êtes venu pour rien. Mais en tout cas, si vous avez compris ça, c'est sûr que vous n'êtes pas venu pour rien. C'est quoi? Il y a dans la Torah la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle Kli Ben Yomo. Le Kli, fils d'un jour. C'est-à-dire un ustensile utilisé pendant les 24 heures. Le goût du lait là, dans cette casserole en réalité, qu'on a fait cuire du lait, donc elle va rejeter tout ce qu'elle a absorbé lorsqu'on a fait cuire le lait à l'intérieur, elle va le rejeter à l'intérieur de ce qu'on va faire cuire. Si c'est une soupe parvée, ben, elle deviendra la vie. Si c'est de la viande, ben, ça deviendra la soupe, etc., etc. Donc si vous voulez, ça c'est Ben Yomo. Mais regardez ce qui va se passer. Il va se passer la chose suivante. C'est que si on laisse l'ustensile plus de 24 heures sans l'utiliser, vous allez le laisser reposer dans votre armoire. Elle est posée sur votre plan de travail, vous le laissez 24 heures. Après 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? Le goût du lait qui se trouvait à l'intérieur de la matière ici de cette casserole, il va être altéré. Il va perdre de sa vigueur. Il va perdre de son goût. Et dans ce cas-là, nous allons apprendre que lorsqu'on est dans un cas comme ça, alors écoutez bien. Si maintenant vous avez fait cuire cette viande-là, mais là on a marqué goût du lait, n'est-ce pas?
et le goût du lait. Mais si la casserole, elle n'est pas baignement, c'est-à-dire que c'est du goût du lait altéré. Quelle est la halakha? Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la casserole? Non. Vous avez compris c'est quoi? Vous avez compris comment ça fonctionne? Je répète. Lorsque vous avez du vrai goût du lait et de la viande, alors la viande, elle rentre dans la casserole. Ça fait une bombe atomique. Le lait, il rentre dans la viande. Ça fait une deuxième bombe atomique. Il y a deux réactions nucléaires ici qui se passent. On va parler en termes nucléaires, d'accord? Vous comprenez mieux les neurones, etc. Voilà. Le lait va pénétrer à l'intérieur de la viande. On va voir, donc c'est pour ça que la casserole est interdite et la viande est interdite. Mais lorsque vous avez ceci, vous avez ceci, une casserole de ce style-là, qui est un ustensile non utilisé pendant 4 heures. Le goût du lait, lui, qu'est-ce qu'il est le goût du lait? Il est altéré. Donc lui, quand il va se déverser dans la viande, il va rien lui faire. Il ne peut pas le rendre interdit. Pourquoi? Parce que pour que ce soit interdit, il faut du lait et de la viande. Donc le lait et la viande, ce n'est pas du vrai lait, c'est du lait altéré, ça ne rend pas interdit. Mais la viande, elle, qui était à l'intérieur, ici, qui avait de la viande, vous voyez? Ouais, c'est rouge là, vous voyez, c'est de la viande. Donc cette viande-là, n'est-ce pas? Elle, c'est de la vraie viande. Elle va rentrer dans la casserole, elle va la rendre interdite. Donc on a bien compris comment ça fonctionne. Rappelez-vous cette règle-là. Ben yomo et no ben yomo. Très important, et grâce à ça, on va comprendre beaucoup de choses. Quelle était la question, s'il vous plaît? Qui c'est qui avait une question? C'est bon? Comment? Continue? Ok. Ça, c'est acquis. Maintenant, écoutez bien. À part le fait de cuire, il y a ce qu'on appelle la cuisson qui se fait avec le feu. Mais il y a une autre manière de cuire. C'est mariner. Laisser deux aliments ensemble pendant plus 24 heures et plus de 24 heures. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le fait de les mettre ensemble, la viande avec le lait avec la viande, dans de l'eau, alors qu'est-ce qui va se passer? Le goût du fromage va pénétrer dans la viande et le goût de la viande va pénétrer dans le fromage. Donc c'est ce qu'on appelle kabouche kemebouchal. Mariné est semblable à cuire. Donc on verra après. Rappelez-vous de cette notion aussi, et après vous allez voir les cas pratiques. Encore une notion, et après on parlera des cas pratiques. D'accord? Là. Maintenant, la chose très très importante, qui est en réalité on va dire un des points les plus délicats de la cacheroute dans une cuisine juive, c'est ce qu'on appelle le davar harif. Il faut savoir que nos aliments, tout ce que nous mangeons tout ce qui se passe dans notre cuisine, est partagé en deux sortes d'aliments. Il y a les aliments qui ne sont pas harifim, qui ne sont pas piquants. Il y a les aliments qui sont piquants, qui sont harifs. Alors, il faut bien comprendre la chose suivante. Lorsqu'il s'agit d'une pomme, lorsqu'il s'agit d'une poire, lorsqu'il s'agit d'une orange, l'orange n'est pas harif. Et donc, automatiquement, il ne se passe rien. Vous pouvez couper votre orange avec un couteau de lait ou bien un couteau de viande, l'orange restera parvée. Elle restera comme Hachem l'a créé. Mais par contre, si vous prenez par exemple le cas simple, vous prenez un oignon et vous le coupez avec un couteau de lait. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Quelque chose de terrible, c'est que vous allez transformer votre oignon en un morceau de lait, en fromage. C'est plus un oignon, c'est du fromage. Ça coûte moins cher, hein, vous savez aujourd'hui le fromage, hein, ouais. Là vous coupez simplement avec un petit couteau et du fromage. Si votre fils dit, maman, je veux du fromage, mange l'oignon mon fils, mange l'oignon. C'est le goût du fromage. D'accord? Halachiquement parlant, c'est la chose suivante. Ça veut dire que vous pouvez avoir chez vous à la maison, dans votre frigidaire, un oignon bessari, un oignon khalavi, un oignon parvé. Et vous avez mis tout là-bas. Et alors que vous allez prendre, vous allez faire maintenant revenir
revenir des oignons pour faire un rôti, n'est-ce pas? Vous allez prendre un oignon, un demi-oignon qui vous reste d'hier, d'accord? Lorsque vous le prenez, vous allez le couper. Disons que vous allez le couper avec un couteau de viande. C'est très grave de couper avec un couteau de viande. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que votre couteau va devenir taref. Parce que si l'oignon a été coupé préalablement avec un couteau de lait, lui, c'est un oignon lait. Vous allez le couper avec un couteau de viande, qu'est-ce qui va se passer? Le lait, il va rentrer dans le couteau de viande. Et votre couteau va devenir maintenant du khazir, ça sourd. Ça sourd, on ne peut pas le manger. Interdit de manger parce que qu'est-ce qui va se passer? Le goût de viande qu'il y avait dans l'oignon, maintenant va rentrer dans le couteau. Et le goût du couteau va rentrer dans l'oignon. Donc écoutez bien. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper votre demi-oignon, vous allez le couper, et vous allez le couper, vous allez mettre faire revenir vos oignons. Qu'est-ce qui va se passer? Terrible. Vous allez mettre maintenant du lait dans votre casserole de viande, et après vous allez faire cuire votre viande dedans. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le couteau, il est taref. La casserole, elle est taref. La viande, elle est taref. Et en plus de cela, vous n'avez rien à manger. Vous allez manger. Bon, encore, c'est pas grave. Vous n'avez plus rien à manger. Il faut manger après des cornflakes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Écoutez bien. Vu l'importance de ce que nous avons dit tout à l'heure, que lorsqu'on coupe un oignon, et on verra après toutes sortes de choses aussi, toutes ces choses-là qui sont des aliments piquants, des aliments khalifim, il faut utiliser le couteau de votre anniversaire. Parce que c'est ça la difficulté. On peut tout faire cacher dans sa maison, mais à cause d'une petite faille, toute notre cuisine devient taref. Pourquoi? Parce que le couteau, dès qu'on coupe un oignon avec un couteau, il faut savoir avec quel je le coupe. Si je l'ai coupé avec un couteau de viande, alors mon oignon est viande. Si je l'ai coupé avec un couteau de lait, mon oignon est lait. Et il ne faut pas que je me trompe. Alors imaginez-vous, alors vous en avez un peu comme ça, on va voir par exemple, continuons. Qu'est-ce que c'est par exemple d'acharif? Vous avez de l'ail, vous avez des radis, vous avez du réfort, vous avez des citrons. Alors imaginez-vous un peu, vous avez coupé un demi-citron. Alors, mais vous ne vous rappelez pas, vous, comment c'est ce citron, avec quoi je l'ai coupé, avec quoi je ne l'ai pas coupé, etc. Ou bien même si vous vous rappelez, disons que vous vous rappelez. Mais votre mari, lui, ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le citron, il va commencer avec sur ses pâtes au lait, là, et, vous avez un gratin, vous avez fait un gratin ou des pommes de terre, peu importe, avec du lait, il va commencer à assaisonner. Malheureux, tu es en train de mettre du khazir, du bassar dans ton gratin de fromage. Donc c'est pour cela, toutes ces choses-là, le poireau, comment vous le coupez le poireau chez vous? Les cornichons par exemple, c'est pas évident tout ça. Ah, les piments piquants, ça c'est pour les thunes. Les harengs salés, les anchois, la harissa, les vinaigres, la saumure. Et même les pommes granny sont un problème, parce que c'est pas obligatoire, mais les khatrilan aussi. Si vous avez coupé une demi-pomme, alors sachez que l'autre moitié devient bassar bechalav. Donc on a bien compris. La chose suivante, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors on répond aux questions, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Vous avez une question? Ça devient tout entier à la vie l'oignon ou alors l'autre partie de l'oignon? Entièrement à la vie. Entièrement. Ah oui, parce que c'est comme du feu. Parce que voilà, il y en a qui disent, quand ils mangent par exemple des piments piquants, ils disent j'ai du feu dans la bouche. Vous avez entendu déjà? Mange de la harissa, j'ai du feu dans la bouche. Parce que, alariquement parlant, l'oignon, l'ail, etc., c'est comme du feu. Donc si on met un couteau de lait avec un oignon, qu'est-ce qui va se passer? On peut le voir ici, on a expliqué ici. On le voit ici, qu'est-ce qui se passe? Vous coupez, regardez bien. Le couteau
va pénétrer, le goût de viande va pénétrer à l'intérieur de l'oignon. Et après, si on va le prendre, donc il va être plein de lait là. Vous voyez, toutes les parties blanches, c'est du lait. Hein. Et après, tout ça, ça va ressortir. Donc si après vous le coupez, vous le mettez autre part, vous allez faire pénétrer du goût de lait à l'intérieur. Alors voilà, donc si vous voulez, c'est ce qu'on voit par exemple de l'ail, des radis. Les réforts, c'est pour le maror, pour les ashkenazim. Le citron, le poireau, le cornichon, les cornichons. Voilà, toutes ces choses-là, etc. Il y en a d'autres, hein, mais on a marqué vraiment ce qu'on peut. C'est-à-dire, par exemple, les pommes granit, par contre, c'est, a priori, ils sont considérés comme des aliments piquants. Mais, si ça a été fait, dans ce cas-là, on ne considère pas comme étant des choses piquantes. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Comment? Harissa, oui, c'est écrit. Ah oui, la moutarde aussi, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas tout marqué, hein. Mais c'est bien que vous me dites ça. Comment? Ah, bravo. Très très bien. Bonne question. Alors, réponse à la chose suivante. Vous avez remarqué ici. Non, je réponds à la question d'abord, un instant. Toujours la même question, mais... Un instant, attends, je réponds. Vous avez remarqué que ici, nous avons fait une distinction. Je sais pas comment on éteint ce téléphone. Bon, vous avez remarqué que ici, nous avons fait une distinction entre Kli Ben Yomo et Kli Sheno Ben Yomo. Vous vous rappelez le goût du lait altéré et du goût du lait qui est entier, n'est-ce pas? Ça, c'est altéré. Mais, lorsqu'il s'agit du numéro 8 des aliments piquants, il n'y a pas de différence. Même si vous avez un couteau qui date de la dernière guerre mondiale, j'espère que vous en avez. Même si c'est un couteau qui date de 1 an, 2 ans, vous l'avez utilisé une fois dans votre vie et qui est posé, et vous le prenez et vous coupez votre oignon. À ce moment-là, votre oignon devient entièrement. Maintenant, on va regarder, par exemple, on va parler de ça la prochaine fois, mais je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez un mixeur, donc le mixeur en réalité, c'est comme un couteau. Alors, si vous faites, vous allez mixer, vous allez hacher de la viande. Votre mixeur, il ne va pas devenir Bessari. Pourquoi? Parce que c'est à froid. Et c'est quelque chose de piquant? Non. Donc il n'est pas Bessari. Mais par contre, écoutez bien, si vous avez coupé un oignon si vous avez coupé un oignon avec un couteau Bessari. Donc l'oignon, maintenant, qu'est-ce qu'il est? Bessari. Vous allez le prendre, vous allez le mettre dans le mixeur. Et vous allez allumer le mixeur. Vous allez dire, non, mais c'est à froid. Non, c'est pas froid, c'est à chaud. Où est le chaud? L'oignon, il est Bessari, il est à chaud. Il est à chaud. Et donc maintenant, votre mixeur va devenir Bessari. Donc d'où l'importance d'acheter un couteau qui, chaque fois que vous allez couper un de ces aliments-là, toujours, rappelez-vous, utilisez le couteau parvé. Dans ce cas-là, le restant ne pose pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Mais si vous l'avez coupé avec un produit, avec un couteau ou Bessari Khalavi, sachez, il y a des étiquettes. Celui-là des Khalavi, celui-là des Bessari, etc. Très important. Alors on va continuer. Oui. Pour les choses molles, par exemple le vinaigre, ça se coupe pas. Bravo. Très bonne réponse. Alors pourquoi on l'a mis ici? Très bonne question. Il y a le vinaigre et la saumure. C'est vrai aussi pour la moutarde. C'est ici le vinaigre et la saumure sont des avacharifim dans le sens où si couper, vous ne pouvez pas couper, mais si vous laissez une cuillère dans l'arissa par exemple, ou dans le vinaigre, ou dans la saumure, vous le laissez là-bas 18 minutes, pas tout de suite, parce qu'on coupe pas, ça se coupe pas le vinaigre. La saumure en plus, ça se coupe pas, ni la harissa. Mais si vous le laissez là-bas 18 minutes, alors qu'est-ce qui va se passer? Le goût de votre cuillère va
pénétrer dans l'harissa et votre harissa deviendra chalavi. Ou bien votre vinaigre deviendra bessari. Ou bien votre moutarde deviendra d'après la cuillère que vous avez laissée. Donc c'est aussi très important, bravo que vous avez posé cette question, l'importance aussi que lorsque vous utilisez ces produits-là, utilisez quelque chose qui n'est ni bessari ni chalavi. Ou bien utilisez et ne jamais laisser une cuillère dans l'harissa. Ou bien prenez khatpami, des cuillères jetables. Ok, on continue. On continue. Oui. Ah là, ça, on va y arriver. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va y arriver. Allez, on avance, on avance. Alors maintenant qu'on a eu quelques notions de la cacheroute, on va rentrer un peu dans les détails et on va apprendre maintenant à gérer un repas chez nous, chez les bénis Israël. Chez nous les Juifs, comment on fait? Alors évidemment, on vient d'apprendre que la Torah nous dit Lo tevashel gedi bechalavim. Ne fais pas cuire du lait, ne fais pas cuire de la viande dans le lait de sa mère. Ne fais pas cuire, c'est interdit. Donc, nos sages ont dit, c'est tellement important, 3 fois dans la Torah. Vous savez, pour que la Torah écrive 3 fois la même chose dans la Torah, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Jamais. Chaque lettre de la Torah, chaque demi-lettre de la Torah est comptée. On se répète jamais. Si la Torah nous a donné 3 fois l'ordre de ne pas faire ceci, c'est que c'est quelque chose de très 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 grave. Et donc, les familles m'ont bien compris qu'il faut à tout prix séparer la viande et le lait. Et c'est ce que nous allons apprendre. Donc, si quelqu'un, il a mangé de la viande, ça sonne, vous regardez le petit réveil, là, il sonne. Il faut attendre 6 heures pour pouvoir manger du lait. Ça, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas simplement s'il mange du bassar. Ce qu'on a dit, qu'est-ce que veut dire Gedi? Gedi, c'est de la viande. Mais si quelqu'un vient prendre du poulet, le poulet, c'est pas du Gedi, on l'a dit, c'est pas les volailles, c'est pas parti. Mais malgré tout, même lui, il devra attendre 6 heures. Okay. Ça, c'est tout le monde le sait. Maintenant, regardez la chose suivante. Comment calculer les 6 heures? Comment on calcule les 6 heures? Alors, évidemment, il ne faut pas faire l'erreur fatale que tout le monde en fait. Lorsque j'ai fini de manger la viande, alors je compte mes 6 heures et à partir de ce moment-là, je commence à manger mes laitages. Non. Même si mon repas, il s'est arrêté un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant la fin du repas. Parce qu'après que j'ai fini de manger mon mets qui est composé de viande, j'ai mangé un dessert, j'ai mangé mon café, j'ai pris un café, ceci, cela, etc., jusqu'au moment où j'ai fait mon Birkat Amazon, ça a pris beaucoup plus de temps que le moment où j'ai terminé de manger ma viande. La halakha veut que les 6 heures sont comptées à partir de la consommation de la viande jusqu'au moment où je consomme des laitages. C'est-à-dire que j'ai le droit même de commencer mon repas de lait, à condition de ne pas prendre mon yaourt. Je commence à manger moti lechamina, etc., etc., etc. Consommation de laitage, consommation de viande. C'est sur cet intervalle que j'ai le droit, que je dois compter mes 6 heures. Mais pas à la fin du repas et au début d'un repas. À la fin de la consommation de la viande et au début de la consommation de laitage. Ça c'est clair? Okay. Maintenant, regardez, comment faut-il faire si je veux vraiment séparer mon repas? J'ai mon repas de viande ou de poulet, et après je veux manger mes laitages. Alors en réalité, tout le monde dit bon, on attend 6 heures, mais ce n'est pas tout à fait juste. Il faut normalement, en général oui, mais il faut normalement faire la bracha acharona, la bénédiction finale, à savoir, si je prends par exemple un repas, je prends un repas de viande, ok? Je prends un repas de viande. Et maintenant, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple. Hein. Vous êtes invité à un mariage. Le mariage commence à 19h30. Et il termine à 3h30 du matin.
3h30 du matin. Ça fait déjà, ça fait 8 heures, ça fait 7 heures. 7 heures, ça dure, le banquet, d'accord. Maintenant, moi, j'ai mangé ma viande à 19h30. Je suis arrivé, j'ai dit, la viande d'abord. Écoutez, la première chose, ni Mazal Tov, ni la viande, là. Ouf. Maintenant, ça va. Donc, je me sens mieux. Bon, j'ai mangé. Donc, vous avez vu après le repas, etc., les rachotes, et la musique, etc. Maintenant, vous êtes à 3h30 du matin et on vous propose de manger un dessert. On vous propose de manger une glace au lait. Vous avez le droit de la prendre, cette glace au lait ou pas? Est-ce que vous avez le droit de prendre ou pas? Eh bien, la halakha dit non. Mais ça fait dire 6 heures, 7 heures, non. Pourquoi? Parce que avant 6 heures, ça marche seulement si au préalable, j'ai fait ma bénédiction finale, j'ai fait mon birkat Amazon, ou bien si j'ai mangé des gâteaux, mon boré à la michia, je mangeais que de la viande, alors mon boré nefashot. Deuxième chose, même si j'ai fait mon birkat Amazon, je dois changer de nappe. Je ne dois pas manger dans la même nappe. Je dois changer de nappe. Et après, les 6 heures sont validées. Donc, si on me propose de manger une glace au lait, et vous avez vraiment envie, après 3 heures du matin, vous avez vraiment envie de manger cette glace au lait, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Le birkat Hamazon, bravo. Et après? Eh oui, parce que vous ne pouvez pas rester dans la même nappe. Vous ne pouvez pas rester dans la même, assis à un même endroit. Vous devez débarrasser la nappe et à ce moment-là, vous pouvez manger votre lait. C'est ce que nous dit la halakha. D'accord, on a bien compris? Ok. C'est des cas exceptionnels. Mais vous allez voir comprendre pourquoi je parle de ce cas-là. Si maintenant, voilà, quelqu'un, malheureusement, il est parti voir le médecin. Je ne voulais pas faire la tête d'un médecin parce que les gens ils n'aiment pas voir leur médecin, ils sont malades. Quelqu'un qui est malade, ou bien quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui se sent pas bien. Lui, combien de temps doit-il attendre pour faire? Combien de temps faut-il attendre? Combien de temps faut-il attendre? J'ai rien fait. Combien de temps faut-il attendre? D'accord? Parce que quelqu'un qui est malade, une femme enceinte, une femme qui allait, un enfant qui a besoin d'avoir du calcium, eux, tous ces gens-là, ils ont le droit, eux, d'attendre qu'une heure. Parce que pour les cholim, pour les gens qui sont malades, et que le médecin leur dise qu'ils doivent manger plus de calcium, par exemple les gens qui ont des problèmes, ils doivent manger plus de calcium, eux, on leur permet, comme le dit le Chaye Adam, le Chokhmat Adam, d'attendre qu'une heure. Mais, il y a un mais, ils doivent d'abord faire la Bracha Haona, c'est-à-dire le Birkat Hamazon, ou bien le Alamichia, le Boré Nefashot, changer de nappe, changer de décor, et après l'heure, pas après, c'est-à-dire que l'heure, elle ne marche seulement si on a fait ça. Est-ce que c'est clair? Continue. Maintenant, passons aux choses pratiques. D'accord. Maintenant, vous avez mangé de la viande, 6 heures. Du poulet, 6 heures. Bravo. Maintenant, vous n'avez pas mangé de la viande. Vous avez mangé du poulet. Qu'est-ce que vous avez mangé? Une purée de légumes cuisinée dans une marmite Bessari. Rappelez-vous ce que nous avons dit auparavant. Nous avons dit que qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites cuire dans une casserole de Bessari? Qu'est-ce qui va se passer? La viande, elle va se déverser à l'intérieur de la marmite et à l'intérieur de cette purée-là. Faut-il attendre 6 heures? Réponse non. Parce que pourquoi il faut attendre 6 heures? C'est seulement si je mange vraiment de la viande, je croque de la viande, je mâche de la viande, je mange. Mais si je mangerais que le goût de la viande qui était entreposée dans la matière fer, dans la matière métal, je n'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Même si la casserole que j'ai utilisée, pour cuisiner mon légume, elle était de moins de 24 heures, malgré tout, je n'ai pas besoin d'attendre les 6 heures. La même chose,
Si par exemple j'ai fait revenir des légumes avec des piquants, là, avec des poivrons piquants, oui. Vous allez me dire, oui, mais on a appris que les poivrons piquants, c'est comme du feu, et qu'à l'intérieur, il y a de la viande. Donc si je veux manger ça, il faut attendre 6 heures. Réponse, non. Réponse, non. Pourquoi? Même si c'est ben yomo, même si c'est piquant, réponse non. Pourquoi? Parce que 6 heures, on attend seulement si j'ai mâché de la viande, j'ai croqué de la viande, j'ai avalé de la viande. Dans ce cas-là, il faut attendre 6 heures. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Bravo. Pour ça, aucune.